Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e webinaire de notre roadshow de la cybersécurité valaisanne. Je suis Oscar Doval, c'est moi qui représente la Chambre de commerce aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, on va les remonter à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, le thème c'est l'humain au cœur du dispositif et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir Lynn Pillet, qui est responsable de l'Institut Entrepreneuriat et Management à la HESSO, ainsi que Nicolas Debon, responsable de la filière informatique de gestion. Je vais les laisser se présenter et commencer la présentation dès qu'ils le souhaitent. Merci. Alors, dans le monde informatique, il y a des développeurs informatiques qui utilisent souvent, pas souvent, mais quelquefois dans le monde anglo-saxon, cette expression PEPCAC. PEPCAC. Alors, PEPCAC, ça veut dire quoi? Alors, le C, le dernier C, c'est pour chair. Le K, c'est pour keyboard. Et le P, c'est pour problem. Problem exists between keyboard and chair. La majorité des failles de sécurité sont dues à des erreurs humaines. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'humain. Nous n'allons pas parler de solutions techniques, de firewall ou autre chose. Nous allons vraiment parler de l'humain. Nous allons faire en sorte que l'humain ne soit pas une source de problème, mais soit plutôt une solution. Alors, pour cette présentation, nous allons introduire un petit peu le sujet et puis nous allons insister sur l'importance de la formation. Nous allons parler de la transformation numérique et puis comment vous pouvez accompagner ou conduire ce changement. Nous allons vous présenter un modèle qui s'appelle ADKAR, un outil simple et efficace afin d'accompagner le changement dans vos entreprises. Et nous allons vous parler également de la sécurité psychologique ou le climat de confiance dans votre entreprise. Pour ce faire, nous avons Lynn Pillet. Je te laisse te présenter, Lynn Pillet. Merci Nicolas. Alors j'ai le plaisir de faire cette présentation, ce webinaire à 4 mains avec Nicolas Debon. Donc voilà, notre idée, c'est vraiment que ce soit dynamique et puis qu'on soit vraiment aussi en complémentarité. Donc moi-même, je suis responsable de l'Institut Entrepreneuriat et Management. Je ne viens pas du domaine technique. Je me suis plutôt spécialisée dans la dynamique des systèmes humains et la thématique de la confiance numérique, cybersécurité. Je l'ai approché pour la première fois en 2013 quand je travaillais pour le groupe industriel Bobst. J'étais chargée de mettre en place un projet Learning Management System à l'échelle du groupe dans le cadre d'une grande transformation digitale que vivait l'entreprise à ce moment-là. Donc pour moi, c'est vraiment une thématique qui bien sûr a sa composante technique, mais qui a évidemment beaucoup d'autres enjeux. Aujourd'hui, j'ai rejoint le comité consultatif de 2 programmes de la Trust Valley et ça me permet de suivre vraiment aussi les évolutions dans ce domaine. Donc à la fois le programme Tech for Trust, qui est le programme d'accélération pour les startups, et puis le programme Trust for SMEs, destiné tout particulièrement à l'accompagnement des PME. Et là, ça fait le lien avec mon mandat de présidente de l'association Femmes PME Suisse romande, environ 450 membres, tous secteurs confondus, qui évidemment, au sein de leurs entreprises, toutes des propriétaires et dirigeants d'entreprises, sont confrontés aujourd'hui à la transformation digitale et à ces questions de cybersécurité. Merci. Pour ma part, moi, je m'appelle Nicolas Debon. Je suis le responsable de la filière informatique de gestion. Ça veut dire qu'on forme les futurs informaticiennes et informaticiens de gestion. On est basé à Sierre. Je suis aussi un des initiateurs du CAS en cybersécurité. Peut-être que vous avez vu passer de la pub. Donc, le CAS, c'est un Certificate of Advanced Study. C'est accessible plutôt à des gens qui ont un background technique, donc plutôt de développeurs informatiques, et on les forme vraiment au niveau de la CAS. C'est une formation assez courte de 6 mois. On les forme en cybersécurité. Je suis également professeur en gestion de projet à l'HESSO Valais-Wallis. Alors, rentrons
Dans le vif du sujet, tout d'abord par une étude qui est réalisée chaque année par IBM, qui s'appelle le X4 Street Intelligence Index 2022. Donc chaque année, IBM recense toutes les attaques au niveau mondial qui se passent. Et chaque année, ça donne des statistiques et c'est intéressant. On va pouvoir voir l'évolution des statistiques à travers le temps. Quels sont les trends, quelles sont les choses les plus qui arrivent le plus fréquemment. Et il y a quelques statistiques qui sont intéressantes que j'ai ressorties là. Donc 21% des attaques informatiques en 2021 étaient de type ransomware. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ransomware, c'est le rançonnage en français. C'est les attaquants s'introduisent dans vos systèmes, cryptent vos données et exigent une rançon en échange d'une clé de décryptage. Donc 21% des attaques sont dues à ransomware. Comment se passent vraiment ces attaques? Il y a différentes étapes. Donc ça, c'est la manière la plus courante. Donc il y a tout d'abord un accès. Donc les hackers doivent accéder, doivent rentrer par la porte d'une certaine manière. Il y a deux grands types d'accès. Il y a le phishing, ça veut dire qu'on verra tout à l'heure, c'est aller chercher vos informations pour se loguer dans vos systèmes. Ou alors c'est l'exploitation d'une faille de sécurité qui est là d'ordre plus technique. Une fois que les hackers sont sur vos systèmes, bah, ils vont installer des logiciels à l'intérieur de vos systèmes qui vont leur permettre d'aller un peu plus loin dans vos systèmes, d'aller explorer, d'aller à la phase 3 qui est la compréhension et l'expansion à l'intérieur de vos systèmes. Aller trouver les informations de la comptabilité, les informations importantes, les informations secrètes, etc. Donc, ils vont vraiment essayer de comprendre vos systèmes pour aller voir quelles sont les informations qui sont les plus intéressantes. Ils vont collecter aussi vos données ensuite. Et puis, d'une fois qu'ils ont collecté ces données, qu'ils les ont copiées chez eux, eh ben, ils vont encrypter à ce moment-là vos disques et vous ne pourriez rien faire à ce moment-là. Donc, ils ont deux choses là. Donc, ils auront vos données à la fois qu'ils pourront publier ou faire du chantage et ils auront aussi encrypté vos données. Nous, on va s'intéresser à la première phase, la phase initiale, et notamment le phishing. Pourquoi? Parce que le phishing est la cause de plus de 40% des intrusions informatiques. Donc c'est énorme, c'est la cause principale. C'est pas donc on est l'exploitation des vulnérabilités, donc le côté technique, peut-être une mise à jour qui n'a pas été faite et tout ça, répond seulement, c'est 35% ou 34% en 2021 des attaques. Mais le phishing, c'est la cause principale. Donc phishing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le password awareness phishing. On va essayer d'aller chercher vos passwords ou le hameçonnage en français. Vous avez vu passer peut-être dans la presse, maintenant il y a pas mal de smishing où on fait des attaques pas par email mais par SMS. Donc on va essayer d'avoir des données personnelles, et surtout vos passwords pour pouvoir rentrer dans les systèmes. La provenance est diverse, donc email menant à une page non sécurisée. Et souvent, on va vous demander de mettre à jour vos données ou bien de confirmer certaines informations, confirmer votre mot de passe et ce genre de choses. Je vous donne un petit exemple. C'est un de notre collaborateur en fait qui reçoit cet email de Swisscom, mais si on regarde attentivement, c'est swisscom.com, c'est pas swisscom.ch. On voit également que sur le lien, ben, ça redirige vers une adresse nlswisscom.com, donc il y a quelque chose d'un peu trouble là-dedans. Et puis c'est obtenir la surprise. Donc on essaie d'appâter un petit peu la personne. Donc là, c'était un exemple qui est on le voit très évoluer parce que les logos et tout ça sont les mêmes que l'entreprise originale. Donc, on peut assez facilement se faire berner par ce genre d'attaque. Donc, comment ne pas se faire berner par ce genre d'attaque? Ben, ça passe par la formation. Et la formation en cybersécurité, ben, ou disons sécurité, en cybersécurité, ben, ça se fait à tous les niveaux. C'est comme la sécurité routière. La sécurité routière, c'est pas simplement les chauffeurs professionnels qui vont faire des cours, qui vont suivre, qui vont faire un permis ou ce genre de choses. On enseigne la sécurité routière déjà à l'école, déjà aux enfants. Et là, c'est la même chose. Ça veut dire que les écoles primaires doivent aussi introduire les branches du numérique, les dangers du numérique,
En tant que HESSO, nous organisons des camps d'été sur le code ou des camps pour les filles, par exemple Internet et code pour les filles. Dans toutes nos formations, on va introduire toujours une partie un peu sécurité ou comportement, à quoi on doit faire attention sur Internet en fait. Donc ça commence vraiment très tôt. Et ensuite, ça se poursuit durant la vie. Donc, ce n'est pas simplement à l'école qu'on va apprendre, mais lorsque on rentre en entreprise, vous avez plein d'employés, vous engagez des employés. Ces employés ont des degrés de maturité différentes ou de connaissances différentes par rapport au digital. Donc, il va falloir s'assurer de les mettre à un certain niveau. Il va falloir s'assurer de leur donner certaines compétences de base, et en cybersécurité particulièrement. Donc, pour ne pas se faire avoir par un email, pour donner des bonnes pratiques par rapport au télétravail, comment je me connecte sur les emails de l'entreprise, etc. Et pour ce faire, à l'HESSO Valais, on donne beaucoup de formations continues à tous les niveaux, mais il y a d'autres instituts, il y a d'autres instituts de formation, notamment aussi des acteurs privés, des entreprises qui peuvent vous accompagner. On a eu un webinaire où il y avait quelqu'un de Silicom Group, eux font aussi des formations en entreprise. Et puis, il y a également, dans votre transformation numérique, il y a pas mal d'acteurs sur le Valais qui peuvent vous accompagner, notamment la fondation DIARC, dont vous avez également, qui est un des partenaires de cet événement Cybersécurité Valais, qui peut aussi vous aider, vous diriger vers les bonnes personnes. Donc là, formation d'entreprise très importante. Je vous donnerai quelques liens à la fin de cette présentation sur lesquels vous pouvez ensuite aller browser et puis aller voir qu'est-ce qui peut vous aider ou vous correspondre. Ensuite, formation à tous les niveaux, comme je l'ai dit. Voilà, les cours de moto Jacques Cornu pour les motards d'entre vous. Là, c'est la même chose. Donc, des formations à tous les niveaux. Nous avons des formations aussi beaucoup plus informatique, donc former vos équipes informatiques, c'est aussi important. Continuez à les former, éventuellement former des gens au métier de l'informatique. Nous avons des formations en emploi, par exemple un bachelor en informatique de gestion qui se fait sur 4 ans. Pourquoi pas un employé de commerce qui a fait une maturité commerciale, qui est à l'aise avec le digital. Pourquoi pas se dire, voilà, on va fidéliser ce collaborateur, on va le former vraiment aux métiers digitaux, et dans ces cursus de formation, il y aura de toute façon de la sécurité informatique. On a des formations aussi plus évoluées, un CAS en cybersécurité qui est destiné à des codeurs, à des développeurs, ou alors du secure coding, où là c'est vraiment destiné à des développeurs informatiques. Donc à tous les échelons, on voit qu'on a différentes formations possibles, et puis différents acteurs donnent ces formations. Donc, en conclusion de cette première partie, faites en sorte que l'humain ne soit pas le problème, comme sur mon premier slide, mais que transformer cet humain justement en solution. Maintenant, je vais passer la parole à Lynn, qui va parler vraiment de l'humain et de la gestion du changement. Merci Nicolas. Je crois que ce webinaire et toute la série des webinaires qui ont été organisés jusqu'ici par les partenaires ZIARC, la CVCI et l'écosystème valaisan montrent bien l'importance de cette thématique de confiance numérique et cybersécurité. Donc, on est tous d'accord sur les enjeux et l'importance. Et pourtant, c'est vraiment un phénomène que nous devons prendre davantage au sérieux. Alors, je vais vous donner quelques résultats intéressants d'une enquête qui a été menée par l'Institut GFS Zurich, enquête qui a été faite en octobre 2020 auprès de plus de 500 dirigeantes et dirigeants de PME suisses sur l'impact notamment de la cybersécurité. Ce qu'on voit, c'est que un quart des PME suisses ont déjà été victimes d'une cyberattaque grave. Et donc, sur les quelques 38 000 PME attaquées dans toute la Suisse, environ un tiers ont subi des dommages financiers, et une attaque sur 10 a entraîné une atteinte à la réputation et ou la perte financière, de données clients. Donc, on voit que c'est vraiment important. Je prends un deuxième chiffre qui interpelle. Seulement 47% des CEO interrogés déclarent être bien informés sur les sujets liés à la cybersécurité, donc c'est moins de la moitié. Et puis encore un chiffre, le dernier, 11% de ces CEO interrogés
craignent d'être eux-mêmes victimes d'attaques. Donc, ça montre bien que c'est un phénomène qui, c'est comme un peu un buzzword dont tout le monde parle, mais finalement que nous devons prendre davantage au sérieux. Dernier point, c'est vraiment aussi avec la transformation de nos modes de fonctionnement, de notre façon de travailler, avec le travail hybride, le télétravail. Ça aussi, c'est une vraie source de vulnérabilité. Ben, typiquement, aujourd'hui, nous travaillons dans des écosystèmes très dynamiques, où il n'y a pas simplement notre entreprise, notre organisation voilà, qui est connectée aux outils et aux systèmes, mais on est aussi en interdépendance, en interconnexion avec les systèmes de nos partenaires, de nos fournisseurs, de nos clients. Et puis à cela s'ajoute aussi la perméabilité entre les systèmes et les outils professionnels et privés. Donc, le télétravail est une vraie source de vulnérabilité. On peut peut-être aller sur le site iBarry, qui a été conçu par des experts dans le domaine. Alors, vous trouverez plein d'informations vraiment sur les enjeux de la cybersécurité en plusieurs langues. Et puis, par rapport au home office, aussi quelques conseils pertinents pour savoir finalement comment se protéger, que mettre en place, soit au niveau de son espace personnel à la maison, quand vous travaillez à distance, soit au niveau aussi voilà, de l'entreprise, pour vraiment être sûr que les espaces sont les plus sécurisés possibles. Donc, je vous laisserai, ça fait partie aussi des sources que nous vous avons données, je vous laisserai explorer le site directement. Le modèle que nous souhaitons vous proposer, comme l'a présenté Nicolas, c'est le modèle ADKAR. C'est un acronyme qui définit en fait un processus qui permet d'adresser tout type de changement. Et là, on est vraiment dans un changement culturel avec justement les questions de connectivité, de cybersécurité et bien sûr un changement structurel, organisationnel. Donc, pour nous, c'est un modèle qui est vraiment pertinent, qui est facile aussi à retenir parce que si vous retenez l'acronyme ADKAR, eh bien, vous avez la séquence et le processus que vous pouvez suivre pour vraiment mettre en place les bonnes actions. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi vous certifier sur le modèle lui-même, mais je pense qu'avec les informations et les différentes étapes, vous aurez suffisamment d'informations pour déjà pouvoir aller de l'avant et puis mettre les bonnes actions en place. Donc, en quoi consiste cet acronyme? Donc, ADKAR, c'est un acronyme américain, anglais, A comme awareness. Donc, on commence par la prise de conscience du besoin de changement. Je l'appliquerai après pour notre contexte particulier de la cybersécurité, mais donc c'est vraiment de comprendre l'urgence de changer et de mettre en place les actions pertinentes. La deuxième lettre la deuxième étape du modèle, c'est desire, donc le désir de s'engager et de participer au changement. Donc, c'est vraiment lié à la motivation personnelle et à la motivation des équipes. Sans volonté, eh bien, rien ne peut se passer. On vient ensuite à la troisième étape, knowledge. Donc, il faut avoir aussi les connaissances nécessaires, donc savoir quoi faire avant, pendant et après qu'un changement a été mis en place. La quatrième étape, c'est ability, donc la capacité à mettre réellement ses connaissances en pratique. Et la dernière étape de l'acronyme, donc le reinforcement, renforcer pour s'assurer que le changement est effectif et pérenne. Vous avez dans la source, sur la slide, le lien direct avec la méthodologie. Alors, c'est tout en anglais, mais je pense que c'est décrit de manière suffisamment pratique et claire pour que vous puissiez vous y retrouver. Et donc, vous avez la référence sur le site de ProSci qui a développé ce modèle ADKAR. Alors, comment appliquer le modèle ADKAR à notre thématique de cybersécurité? J'aimerais revenir à l'étude GFS Zurich, particulièrement sur cette donnée qui, moi, m'a beaucoup interpellée
seulement 11% des CEO interrogés se sentent vulnérables par rapport à ces questions de cybersécurité, de cyberattaque. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer le modèle? La première étape, c'est la prise de conscience. Donc, vous êtes dirigeant, responsable, CEO dans votre organisation. Eh bien, la première étape, c'est de prendre conscience que le changement est nécessaire. Donc, j'ai parlé avant de la perméabilité des espaces privés publics, de l'interconnectivité aussi des systèmes, des outils, de tout le processus de digitalisation que nous sommes tous en train de vivre, que ce soit dans le domaine public, dans le privé ou même dans les milieux associatifs, et évidemment tous les risques qu'il y a derrière. Ça veut dire eh bien qu'en tant que responsable, j'ai conscience que je suis potentiellement vulnérable, donc concernée, et que la question n'est pas de savoir si mon organisation va se faire attaquer, mais quand. L'étape suivante, par rapport à l'envie d'entreprendre la démarche, donc vous pouvez en tant que responsable, il est important que vous puissiez relier ce changement à vos motivations personnelles et bien sûr à la stratégie de votre entreprise. Ça veut dire d'être prêt à vous engager, changer nos habitudes, celles aussi de l'organisation, pour vraiment engager ce changement de manière durable. On passe ensuite à la troisième étape, donc le knowledge, la connaissance. Voilà, vous avez pris conscience du besoin de changer, de mettre quelque chose en place. Vous êtes engagé vous-même dans cette dynamique. Donc maintenant, c'est finalement où trouver les bonnes connaissances, les compétences pour pouvoir vous former et former vos équipes pour savoir quoi faire pour vous protéger et en cas de crise, savoir comment la gérer. Alors là, ça demande évidemment un investissement en temps, un investissement en ressources, mais aussi un investissement financier. Et évidemment, voilà, selon votre contexte particulier, eh bien, ça demande de le planifier et de pouvoir aussi mettre en place ces mécanismes de soutien. L'étape suivante, développer l'aptitude. Donc, une fois qu'on a la connaissance, alors c'est très bien, mais après, il faut pouvoir la tester, la mettre en pratique, voir aussi comment finalement les nouvelles connaissances se contextualisent par rapport aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, toute cette mise en pratique prend du temps. On sait aussi que les connaissances évoluent en continu, particulièrement dans ces problématiques de cybersécurité, et puis qu'évidemment, les erreurs sont possibles. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation? Ça veut dire mettre en place les bonnes actions pour justement permettre, donner la possibilité aux équipes, aux collaborateurs de tester leurs connaissances et de les mettre en pratique. Alors, j'ai mis quelques exemples, mais évidemment, c'est selon votre contexte, il y a certainement aussi d'autres choses qui peuvent être mises en place. Donc, ça peut être des mesures de coaching, des mesures de soutien. Nicolas a parlé de la formation formelle, mais il y a aussi toute la formation informelle, en ayant par exemple des key users ou des ambassadeurs au sein de votre entreprise qui sont prêts à répondre aux questions des équipes et puis aussi à les accompagner dans le processus. Et puis, ça veut dire aussi accepter que le changement prend un peu de temps, on fait des erreurs et puis c'est important de mettre en place un environnement sûr où les gens osent poser leurs questions et puis faire leur apprentissage. Donc tout ça prend évidemment un petit peu de temps. Dernière étape, le renforcement. Donc pour s'assurer que le changement est effectif et pérenne, ça vaut la peine d'avoir des piqûres de rappel, mais aussi des retours d'expérience, peut-être mettre en place aussi un processus d'évaluation et de pilotage de l'expérience utilisateur, pas simplement au moment où les premières formations sont déployées, mais vraiment tout au long de la période post-déploiement. Donc voilà finalement un processus facile à retenir, assez simple, qui, si on suit la séquence, permet de construire les bonnes actions pour mettre en place un modèle pour renforcer la sécurité au sein de nos organisations. On peut passer ensuite, voilà.
Je parlais de l'importance de donner du temps au temps et puis aussi accepter qu'on peut, quand on fait un changement, on peut faire aussi des erreurs et on a toujours des questions. Donc, on touche vraiment l'humain et la culture d'entreprise, l'importance de pouvoir renforcer la culture d'entreprise, créer cette culture de la confiance et aussi de sécurité psychologique dans nos organisations. Ça paraît évident, on en parle aussi de plus en plus de cette confiance en entreprise, mais j'ai ressorti une donnée qui m'a aussi interpellée. Donc dans le Job Stress Index 2020, c'est une enquête qui est faite au niveau de l'ensemble de la Suisse. Près de 30% des collaboratrices et collaborateurs déclarent avoir plus de contraintes que de ressources au travail. Donc, quel est l'impact du stress, du mauvais stress au travail? Eh bien, on voit que ça entraîne une perte de productivité d'environ 7,6 milliards de francs. C'est énorme. Donc, ça vaut la peine de questionner nos modes de fonctionnement pour voir justement comment, dans un environnement voilà, qui s'accélère aussi avec les changements technologiques, qui est perturbé par une succession de crises conjoncturelles, comment on arrive à aussi amener un peu de sérénité dans nos équipes. Ce qui est intéressant, c'est que des entreprises ont déjà fait des expériences et franchi le pas et permis finalement d'instaurer la confiance en entreprise. Et donc, si on imagine aussi l'impact que peut avoir un climat de confiance où vous osez parler, poser vos questions sans avoir peur de passer pour un incompétent et finalement aussi amener vos situations particulières sans être jugé ou sans avoir peur d'être sanctionné, là, on arrive vraiment à développer une culture de la confiance. Cette culture de sécurité psychologique a été étudiée. Donc, je vous ai mis la référence des chercheurs comme Amy Edmondson, qui est professeure de leadership à la Harvard Business School, qui travaille depuis 20 ans sur ces questions. Elle a fait plusieurs publications et notamment un livre intitulé The Fearless Organization qui montre finalement des exemples d'entreprises qui n'ont pas fait le pas et puis finalement où les collaborateurs n'osent pas remonter les problèmes et les questions. Elle donne plusieurs exemples, notamment dans le domaine spatial, jusqu'à quelle catastrophe ça peut amener quand finalement les gens n'osent pas parler et puis on a peur de la sanction. Et puis à l'inverse aussi des exemples d'entreprises. Alors là, un exemple évidemment bien connu, c'est celui de Google, qui ont mis en place des espaces, un contexte, une culture d'entreprise qui permet justement de renforcer la confiance au sein des équipes. Alors quand on dit sécurité psychologique, c'est pas on peut faire de tout, n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas du tout ça. Donc la sécurité psychologique fait vraiment référence à la perception qu'un individu a des conséquences de la prise de risque ou la conviction qu'une équipe est sûre de pouvoir prendre des risques sans être considérée comme ignorante ou d'amener un élément perturbateur dans l'entreprise. Donc ça se caractérise par un droit à l'erreur, par aussi un droit de ne pas tout savoir, de pouvoir poser des questions, d'avoir la capacité aussi de penser différemment, hein, sortir du prêt-à-penser, et puis vraiment une valorisation de l'initiative personnelle. Comment est-ce qu'on met en place cette culture de confiance et de sécurité psychologique? Alors, Amy Edmondson a défini 3 grandes étapes. La première, c'est de pouvoir préparer le terrain dans le sens d'être très clair avec les équipes sur les enjeux. Alors, voilà, j'en ai noté quelques-uns. Hein. L'accélération via la transformation numérique, l'incertitude, la complexité de nos marchés, l'interdépendance avec tous les acteurs de nos écosystèmes entrepreneuriaux, aussi l'importance de clarifier le besoin d'apprentissage en continu et puis ensemble de pouvoir faire nos retours d'expérience, s'entraider pour évoluer et parfois même juste survivre dans ce monde très complexe. La deuxième étape importante, c'est d'encourager la participation.
Ça veut dire rappeler, et peut-être à plusieurs reprises, pas juste une fois, que la voix de chacun est importante et bienvenue, même s'il y a parfois des voix qui sont discordantes ou qu'on aimerait, ou des problèmes qu'on remonte, qu'on ne souhaiterait pas aborder. Et ça veut dire, je reviens au modèle ADKAR, de créer des conditions propices à l'échange, que ce soit des espaces, du temps d'échange, et puis aussi de pouvoir amener des actions pour stimuler les inputs et les retours d'expérience des équipes. Puis le dernier élément, pour répondre vraiment, pas simplement faire du prêchi-prêcha, mais pouvoir vraiment accompagner ce processus, c'est quand il y a une question embêtante, quand il y a une situation où quelqu'un a fait une erreur dans l'entreprise, et puis Nicolas a cité l'exemple un mail qui arrive, et puis là, on a eu de la chance, le collaborateur n'a pas cliqué parce qu'il était suffisamment informé et prudent. Donc, ça n'a pas entraîné des conséquences sur l'organisation. Mais même si ça devait être le cas, de pouvoir finalement accepter que chacun peut faire des erreurs et de pouvoir remonter ces informations. Ça veut dire aussi déstigmatiser l'échec, mais bien sûr, en cas de violation manifeste, d'être capable aussi de les sanctionner. Alors, dernier élément, toujours en m'appuyant sur les recherches de Amy Edmondson, elle a fait un canevas de 7 questions que vous pouvez vous poser à vos équipes, qui permettent de mesurer le niveau de sécurité psychologique dans une équipe. Alors, je les passe brièvement en revue. Quand vous faites une erreur ou quand une erreur survient dans l'entreprise, comment est-ce qu'elle est reçue? Est-ce qu'elle est retenue contre la personne qui l'a faite ou est-ce qu'elle est accueillie différemment? Deuxième question, les membres de l'équipe sont-ils capables de soulever des problématiques et des questions difficiles? Troisième question, les membres de l'équipe, est-ce que ça leur arrive de rejeter parfois la responsabilité sur les autres parce qu'ils sont différents? Est-ce qu'il est permis de prendre des risques? Est-ce qu'il est possible de demander de l'aide aux autres? Est-ce qu'on constate que des personnes mettent des bâtons dans les roues et puis mettent en danger les efforts justement d'autres personnes au sein de l'entreprise? Et finalement, est-ce que dans vos équipes, les talents, les compétences de chacune et de chacun sont valorisés et utilisés? Voilà, je vous laisse avec ces questions pour faire un peu aussi ouvrir sur des perspectives. Et puis je terminerai en insistant vraiment sur ce qu'on voit aujourd'hui dans l'entreprise, donc ce lien entre des espaces ouverts, des espaces d'échange, des environnements de confiance et l'innovation. Et en même temps aussi, au sein des entreprises, l'importance de la diversité, des équipes multidisciplinaires. Donc évidemment, quand vous avez des équipes interdisciplinaires, il y a parfois des gens indisciplinés qui ne répondent pas, qui sortent un petit peu du cadre standard. On en fait aussi tous les jours l'expérience au sein de la HESSO Valais-Valis avec nos 5 écoles, 5 cultures très différentes mais complémentaires. Et bien finalement, dans quelle mesure je suis prête à accepter que mon collègue ait une perspective différente et puis qu'on arrive quand même ensemble à trouver des solutions. Voilà. Merci. Alors, là, je vous ai mis quelques liens, en fait, vu qu'on a parlé beaucoup de formation au début, quelques liens où vous pouvez trouver peut-être certaines choses. On a des formations, par exemple, Internet, sécurité en entreprise, qui est destinée plutôt à des utilisateurs standards. C'est une initiation un peu à la cybersécurité, phishing et ce genre de choses. Il n'y a pas que la HESSO qui donne des cours, donc il y a pas mal d'acteurs. On a le thème de la protection des données est assez lié aussi à la cybersécurité. On va en parler beaucoup plus l'année prochaine. On en parle déjà pas mal. Il y a quelques formations de ce côté-là. L'uni-distance basée aussi en Valais a notamment un CAS en protection des données. Des formations pour les jeunes, une organisation qui s'appelle All of Game, qui organise des ateliers pour les jeunes en lien avec les dangers des réseaux sociaux et les bonnes pratiques. La HESSO organise des camps d'été informatiques pour les jeunes ou bien des initiatives du type Women in Science pour
amener plus de filles dans des côtés, dans les métiers techniques. Les PTM, si vos jeunes ne savent pas quoi faire, les PTM et qu'ils ont des bonnes notes en maths au cycle d'orientation, les PTM forment des informaticiennes, des informaticiens, des médiamaticiennes et médiamaticiens. Et ensuite, pour des formations qui sont plus techniques, on a un bachelor en informatique de gestion qui est délivré à Sierre, un bachelor en informatique et système de communication qui est délivré à Sion, le CAS en cybersécurité, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a en Valais également un master en intelligence artificielle de l'unidistance avec l'IDIAP. Et puis là, j'ai un dernier lien, c'est la liste des formations dans le domaine de la cybersécurité en Suisse, où là, ça élargit, ça sort un petit peu du Valais et ça élargit. Donc là, vous avez déjà toute une liste de formations et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi pas mal d'acteurs privés, enfin d'entreprises telles que Silicon Group ou Groupe T2I qui donnent également des formations sur ces sujets-là. Je vous ai mis également, donc on a parlé tout à l'heure du lien ibari.ch qui est un site très simple, très accessible, qui a été fait par des entreprises, je vais le remettre là, c'est des entreprises des grandes entreprises en Suisse qui ont lancé ce site et qui est vraiment pas mal. Donc là, il y a pas mal de ressources que vous allez pouvoir trouver, shopping en ligne et tout ça. Et c'est voilà, les grands acteurs, Crédit Suisse, Mobilière, Sunrise, qui ont lancé ce site-là. Un autre lien intéressant, c'est le site directement de la Confédération. Ce site, c'est anciennement, si vous avez entendu parler, Mélanie, ça a été rebaptisé Centre national pour la cybersécurité. Et là, c'est vraiment une très bonne référence. Donc, vous allez trouver des informations pour les utilisateurs privés, des informations pour les entreprises. Si vous êtes victime d'un cyberincident, vous pouvez l'annoncer. Ils tiennent des statistiques. Vous pouvez aller voir un peu les statistiques des différentes semaines. Quels sont le type de choses qui se passent actuellement, donc le spoofing, harsonnage, etc. Et puis, dans les informations pour les entreprises, vous allez quand même trouver beaucoup de ressources. Collaborer avec des prestataires externes, on en a parlé tout à l'heure, gestion sûre du courrier électronique, etc. Vous allez avoir vraiment beaucoup de ressources. Donc, la formation, comme l'a dit Lynn tout à l'heure, c'est pas forcément que de la formation bien organisée dans une école, mais c'est aussi la formation, c'est peut-être laisser du temps aussi à vos collaborateurs et collaboratrices pour aller se former, pour aller chercher de l'information. Ça peut être aussi ça. Si je reviens dans le dernier lien qu'on a mis ici, c'est des services aux entreprises que la HESSO Valais-Wallis donne. Donc, si de votre côté, vous avez certains besoins, si vous voulez faire développer des projets, explorer certaines thématiques avec des étudiants de la HESSO Valais, vous pouvez vous adresser, vous mettre sur ce site-là. Si vous voulez vous adresser aux instituts de recherche pour que ce soit un accompagnement dans le digital, dans l'institut IEM de Lille, donc Institut Entrepreneuriat et Management, ou alors Informatique de Gestion, ou alors d'autres instituts de la HESSO, vous pouvez aussi mettre vos idées, ou si vous avez des idées et puis des envies de collaborer avec nous, vous pouvez accéder à ce portail et puis vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Donc voilà, 3 liens. Plus les liens de formation. Les slides vous seront envoyés, donc vous allez pouvoir aller sur ces différents slides. Donc, on arrive au bout de notre présentation. Merci pour votre attention. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été mises dans le chat ou des remarques qui ont été mises dans le chat. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cédric Lusier, je suis en charge de la communication à la Fondation d'IARC et aujourd'hui en charge des questions. Donc, effectivement, il y en a une pour l'instant, surtout pour vous, Nicolas. Donc, a priori, cette personne demande s'il y a des formations qui ne sont pas que pour les jeunes, mais plutôt pour les gens qui n'ont pas grandi avec le numérique. J'imagine des formations vraiment de base à court terme. Est-ce que là, vous pouvez repréciser ce qui pourrait être le plus Voilà. intéressant pour une entrée en matière, en tout cas?
Voilà, donc là, on a vu sur ce slide formation informatique à différents niveaux. Et là, on va voir vraiment donc à l'HESSO, formation CAS, bon, système CIR, Windows 10, utilisation, initiation, faire ses premiers pas sur Internet et en messagerie. Donc, on a vraiment toute une palette de cours, effectivement, senior, informatique, cours de base. On a toute une palette de cours qui sont accessibles. Ouais. Merci pour la précision. J'aurais une question pour ma part aussi, peut-être pour Lynn. Si j'ai bien compris dans votre présentation, la première impulsion part presque forcément du CEO de l'entreprise. Est-ce que c'est correct comme analyse ou est-ce que... Alors, elle peut venir des équipes elles-mêmes, bien sûr. Je voulais en fait mettre comme on a quand même souvent des dirigeants dans ces webinaires, vraiment remonter la responsabilité à la personne qui peut décider et engager des ressources. Et puis aussi en référence à cette enquête zurichoise qui montre qu'en fait souvent voilà, les CEO ne sont pas suffisamment, ou les dirigeants ne sont pas suffisamment conscients que leur entreprise, leur organisation est vulnérable. Je pense qu'il y a aussi une question de montrer, ouais, de montrer l'exemple, finalement, de pouvoir, quand on voit aussi que ça demande de changer ses habitudes, de se former un peu en continu sur pas simplement sur les outils, mais aussi sur l'accompagnement du changement, eh bien, c'est clair que si le dirigeant ou la CEO montre qu'elle s'engage, eh bien, ça fera d'autant plus, ça mobilisera d'autant plus les équipes. Merci beaucoup. Une question de Madame Masseret en ligne, cette fois qui est un tout petit peu plus technique. Si je comprends bien, elle demande que lorsqu'un utilisateur crypte ses données sur un disque ou un serveur, est-ce qu'il peut y avoir quand même un vol de données via ransomware? Oui, mais le vol de données peut se faire. C'est clair que le cryptage de son ordinateur, de son laptop ou comme ça, va surtout prévenir en fait si on va se faire voler son ordinateur ou si je l'oublie dans le train. À ce moment-là, ce sera difficile à un hacker pour trouver des données. Enfin, ce sera quasiment impossible. Maintenant, si d'une manière ou d'une autre, le hacker a réussi à rentrer sur les systèmes de l'entreprise, ça veut dire qu'il a accès aux données de ces systèmes de l'entreprise. Maintenant, on parle de double encryption, par exemple, sur du cloud, où une clé est laissée à l'entreprise, l'autre clé est du côté du cloud provider. Bah, c'est clair que si un hacker s'introduit dans les systèmes, va essayer de prendre ces données, va pouvoir peut-être copier ces données parce qu'il a réussi à rentrer sur le provider du cloud. Il va rien pouvoir faire avec ces données vu qu'elles sont cryptées avec une clé, s'il n'a pas la clé. Et donc ça reste quand même un élément intéressant Oui, de crypter les données, hein, on est d'accord? oui, oui, oui. OK. Il faut pas perdre la clé, il faut pas perdre la clé par contre. Oui, c'est la clé en fait, ouais, de ne pas perdre la clé. Encore une question peut-être pour vous 2. Je me demandais dans quelle mesure, l'acculturation, on voit qu'effectivement, il faut faire tout un travail de culture d'entreprise, mais est-ce que ça marche vraiment sans menace et sans contrainte? Par contrainte, j'entends pas mettre les gens en prison, mais plutôt techniquement avoir des outils qui les obligent à avoir des doubles authentifications, des choses comme ça. Est-ce qu'on n'est pas finalement obligé d'arriver à ces éléments-là? Ou est-ce Heu, que vous avez une foi inconditionnelle en l'humain? Peut-être, ouais, je commence peut-être là, je pense que, les 2 doivent aller ensemble. De toute façon, il doit y avoir une partie, technique. On l'a vu dans les slides, tout à l'heure, tout au début, il y a un slide qui était intéressant, c'était dans les sources. Voilà, les sources, on voit le phishing, c'est 41%, donc c'est l'humain. Les vulnérabili les donc l'exploitation de vulnérabilité, c'est 34%. Donc, pour moi, la technique et l'humain doivent aller de pair. Mais l'humain, c'est quand même le premier maillon, et une formation, une culture numérique au sein de l'entreprise, c'est essentiel. Une culture aussi de confiance, comme l'a dit Lynn. Si moi je suis dans une entreprise, j'ai cliqué par erreur sur un lien, je suis tout paniqué.
qu'est-ce que je fais? Je le cache à mon patron, j'ai fait une erreur, même l'apprenti qui est peut-être pas encore dans l'entreprise, dans la culture, qui est encore pas en confiance, est-ce qu'il va le dire? Le réflexe, il faudrait qu'il le dise. Il faudrait qu'il le dise le plus rapidement possible, qu'il s'adresse directement au service informatique, au CEO, à son chef ou je ne sais pas. Donc créer cette culture, c'est essentiel pour moi parce que plus on attend lors d'une attaque, plus les dommages risquent d'être grands. Donc c'est vraiment cette culture de confiance qui doit être vraiment créée. Donc pour moi, c'est vraiment ça doit aller de pair. Heu, expliquer pourquoi il y a une double authentification, ça me paraît aussi essentiel que de la mettre en place, pour que les gens savent, pourquoi ils doivent s'embêter se loguer 2 fois d'une certaine manière, quoi. Mmh. Je compléterai juste parce que tout ce qu'a dit Nicolas, je le partage. Évidemment, selon le contexte de votre entreprise, vous connaissez votre entreprise, donc si c'est une entreprise, plutôt, très petite, ben, c'est encore un contexte différent que si c'est une entreprise de 40-50 personnes ou d'un groupe. Donc je pense que c'est aussi de tout ce qu'on vous a présenté, de le recontextualiser et de voir ce qui peut être mis en place, à l'échelle de votre entreprise. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois qu'il n'y a plus de questions en ligne, donc je vais repasser la parole à Oscar pour la conclusion et au plaisir de vous retrouver bientôt. Alors, merci beaucoup. Merci à vous deux pour la présentation. J'en profite pour vous dire que le prochain webinaire, c'est le 15 septembre. Le thème, ça sera se préparer à l'inévitable. Et je tiens également à remercier tous les partenaires de ce Cyber Roadshow et je vous souhaite un bon été. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous.